La Grande Rue, valeur et fierté. Après un premier marathon en hommage à nos ancêtres qui ont travaillé dans les mines, nous avons réalisé un nouveau marathon entre sport et patrimoine. Cette fois, c'est la Grande Rue qu'on a mis en avant. Sur la longueur d'un marathon, 42 km 195, nous allons évoquer l'histoire de la colonne vertébrale de Saint-Étienne, ses rues, ses places, ses monuments. Mon pote Alex m'a accompagné pour la majeure partie de ce défi. Nous sommes partis de la place Bellevue pour aller jusqu'à la terrasse. Nous avons ensuite enchaîné les allers-retours jusqu'à atteindre la distance du marathon. Commençons par quelques mots de Gérard Michel Termeau. Donc Gérard Michel Termeau, je suis historien et j'ai beaucoup écrit depuis 25 ans sur l'histoire de Saint-Étienne et de sa région. La Grande Rue, c'est l'élément identificateur de Saint-Étienne. Quand vous regardez la photo aérienne d'une ville, plusieurs photos aériennes de villes, vous reconnaissez immédiatement Saint-Étienne à cause de la Grande Rue. C'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais allé à l'Institut géographique national. J'étais jeune au siècle dernier, et donc il y avait de grandes photos de villes comme ça qui étaient accrochées au mur, et j'ai reconnu immédiatement Saint-Étienne. C'est parce que c'est la colonne vertébrale et qui donne une structure à une ville qui est souvent présentée comme étant un peu décousue, un ensemble assez chaotique, une ville champignon qui s'est construite notamment au XIXe siècle, là, et c'est la Grande Rue qui sert d'élément d'identification, de colonne vertébrale un peu à Saint-Étienne. Effectivement, d'ailleurs elle a plusieurs noms qui sont d'ailleurs pas toujours bien connus, d'ailleurs, puisque et donc dire la Grande Rue, c'est une façon très simple d'identifier, d'autant que ces noms de rues ont changé aussi au fil du temps. Donc au départ, c'était parfois très informatif, comme la rue de Roanne, puisque à l'origine, en fait, la Grande Rue, c'était un élément de la route de Roanne au Rhône, qui était tracée, donc le tracé a été décidé à la fin du XVIIIe siècle, et la municipalité de Saint-Étienne a vu dans la construction de cette route un élément qui pouvait servir à construire la nouvelle ville de Saint-Étienne à la fin du XVIIIe siècle, et a obtenu justement que cette route de Roanne passe par justement le centre de Saint-Étienne. Voilà, ça s'est fait en 2 étapes. En 1790, donc, où on a décidé de tracer l'axe qui était dans la partie nord de la ville, donc qui débouchait sur la place du Peuple, donc qui venait du nord, qui débouchait sur la place du Peuple. Et en 1807, deuxième étape, où on a décidé de prolonger l'axe donc au sud, là, puisque à l'origine, la place du Peuple était une place qui est quasiment fermée, donc qui était bâtie un peu partout avec des petites rues étroites qui débouchaient ici. Et donc on a détruit une partie du bâti pour construire la Grande Rue. Pourquoi ? Parce que il y a aussi quelque chose aussi d'intéressant à souligner, c'est que Saint-Étienne, en fait, c'est une ville qui, à la différence, je crois, de la plupart des villes, a totalement changé d'axe au cours de son histoire. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution française, Saint-Étienne est une ville qui est orientée est-ouest. Parce qu'on est sur la route qui va de Lyon au Puy, et puis plus loin jusqu'à Toulouse. Hein. Donc il y a cet axe, le long de laquelle s'étend cette grande rue, et s'étend la ville, la ville s'étend d'est en ouest, et elle ne peut pas s'agrandir ni au nord ni au sud. Pourquoi ? Parce qu'il y a des couvents. Il y a les dames de Sainte-Catherine, couvent des dames de Sainte-Catherine qui est au nord de la ville, avec des jardins qui s'étendent sur ce qui est aujourd'hui la place d'Hôtel de Ville et la place Jean Jaurès. Et au sud de la ville, il y a notamment le couvent des Minimes, qui était installé là où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Louis et puis le collège Gambetta. Voilà. Et les terrains des couvents ne peuvent pas être achetés ni vendus. Et avec la Révolution française, on met en vente tous ces biens du clergé, qui deviennent des biens nationaux, et la ville en profite justement pour acheter ces couvents, ces 2 couvents, et pour pouvoir réorganiser l'espace urbain.
et qui va se réorganiser autour justement de ce qui va devenir la Grand Rue. Il y avait un projet, c'était l'idée que la ville était amenée à se développer, à devenir importante. C'était une ville moyenne, hein, c'était, disons, grosso modo entre 25 000 et 30 000 habitants, hein, donc autour de 1800. Et donc c'était cette idée que cette ville, avec l'industrie, va se développer et qu'elle va se développer désormais là où il y a de la place, c'est-à-dire dans la vallée du Furan. Donc selon un axe qui est un axe nord-sud et non plus un axe est-ouest. Voilà. Et avec le percé de la Grande Rue, il y a aussi le percé de nouvelles rues qui forment aussi des rues qui sont parallèles ou perpendiculaires justement à la Grande Rue. Donc avec un plan en damier, voilà, qui est toujours le plan du centre-ville de Saint-Étienne et qui a été conçu. Mais comme c'était conçu à une époque où la circulation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, évidemment, les rues sont très étroites, enfin nous paraissent aujourd'hui très étroites. Mais si on compare la Grande Rue avec les petites rues du quartier Saint-Jacques, c'était une rue qui paraissait à l'époque relativement grande, relativement large. Voilà. Voilà, parce qu'on n'avait pas du tout, on était avant Haussmann, hein, avant l'haussmannisation, avant les très larges avenues. Et d'ailleurs, quand on lit les récits de voyageurs avant 1850, ils décrivent Saint-Étienne comme ayant des rues larges. Parce qu'avant 1850, effectivement, à Saint-Étienne, les rues étaient relativement larges par rapport aux rues qui persistaient, qui étaient les rues des XVIIe et XVIIIe siècles, qui étaient des rues très très étroites. C'est ici même, au départ, dans le quartier de Bellevue, que je me suis entretenu avec Jean-Paul Fournier. Oui, alors je suis Jean-Paul Fournier, je suis le président de l'association L'Éclisse, une association qui comporte 13 autres associations ainsi que des individuels. Il faut savoir que Saint-Étienne a eu les 3 premières lignes de chemin de fer de France, donc, dont la première ligne d'Europe continentale, bien entendu, avec la Saint-Étienne-Andrézieux, Saint-Étienne-Lyon et de Andrézieux au Coteau. Alors ici, on est à la gare de Bellevue, une des gares qui mène à la ligne du Puy, de Saint-Étienne au Puy. Donc ce malheureusement très gros bâtiment n'est plus utilisé aujourd'hui puisque la gare a été reportée de quelques mètres vers la place Bellevue et elle donne correspondance par la place Bellevue. Il faut savoir qu'avant, il y avait un arrêt de tramway, gare de Bellevue. Donc là, on est place Bellevue, donc qui est à l'origine de la Grande Rue, on va dire en même temps. Place Bellevue, qu'on appelle aussi place Henri Desbarres. Ça, c'est pas trop connu, mais il faut savoir que ce monsieur Henri Desbarres, c'était le directeur de la CFVE à l'époque et c'est un peu grâce à lui qu'on a gardé le tramway sur Saint-Étienne puisque on avait la chance d'avoir un axe relativement rectiligne, avec un gros trafic. Et il a jugé que mettre des autobus à la place ou des trolleybus, c'était pas viable. Et il a vraiment insisté pour qu'on garde le tramway. Grâce à lui, on faisait partie jusqu'en 1981, 1984 exactement, des 3 villes françaises qui avaient conservé leur tramway, à savoir donc Marseille, Lille et Saint-Étienne. Alors ici aussi se trouvait le dépôt de la CFVE, le dépôt central de la CFVE qui accueillait à la fois les tramways et les trolleybus et quelques bus à l'arrière. Petit pincement au cœur en me rappelant que aussi mon papa fait presque toute sa carrière à la CFVE et à la Stas. Et moi-même un petit peu aussi pendant l'été, j'ai travaillé en tant que receveur dans les tramways. Les plus jeunes n'ont pas connu les receveurs, mais c'était quelqu'un qui était à l'arrière et qui vendait les billets. Et à l'époque, il n'y avait rien d'automatisé, rien d'informatisé. C'était un peu particulier, mais c'était un boulot sympa. Rapidement, nous arrivons devant le centre commercial Centre 2. Aujourd'hui, on vient y faire du shopping. Mais si autrefois se dressait une prison surnommée la prison Fourchette. Ouverte en 1862, elle disparaît plus d'un siècle plus tard, à la fin des années 1960, lorsque sa démolition est engagée pour laisser place au centre commercial. C'est place Waldeck-Rousseau, à quelques mètres des nouvelles galeries, que j'ai croisé Akli, mon caméraman. D'ailleurs, les nouvelles galeries qui sont un très très bel immeuble dû à la Mézières, puisque la Mézières, c'est pas toujours connu, mais en fait, était l'architecte, avait été architecte à la fois de la ville de Saint-Étienne, il avait créé son cabinet d'architecture, et il avait été chargé par les nouvelles galeries de construire plusieurs bâtiments, et donc dans plusieurs villes de France, donc les nouvelles galeries avaient été construites par
l'architecte de Saint-Étienne, La Mézière. Voilà. Jean-Luc Épal, comédien et auteur bien connu des Stéphanois, a écrit « Je vous salue ma rue », un dictionnaire des noms de rues de Saint-Étienne. Eh ben, je m'appelle Jean-Luc Épal, je suis essentiellement comédien et auteur des spectacles que je joue qui tournent beaucoup autour du patrimoine et du langage local, le parler gaga. Bah, les anecdotes, c'est probablement des anecdotes qui sont liées à l'usage du tram. Parce que le tram, il y a quelques décennies, c'était vraiment une sorte de réseau social, quoi. C'était fou. Moi, je me souviens avoir vu des gens, une dame monter dans le tram, alors soit dans le tram, soit dans le trolley, mais ça aurait pu se trouver là, monter dans le tram avec son cabas à provisions, rentrer, dire bonjour, aller s'asseoir à côté de quelqu'un qu'elle ne connaissait, enfin à côté d'une personne qu'elle ne connaissait visiblement pas, une autre dame, et puis commencer à engager la conversation. Moi j'étais un peu en retrait, engager la conversation, et puis descendre 4 ou 5 arrêts plus loin en disant au revoir madame, comme si elles étaient des amies, quoi. Et ça c'était absolument fabuleux. Mais là ça se voyait vraiment dans le tram, il suffisait de rentrer dans le tram. En commençant, oh bah il fait pas chaud aujourd'hui, oh bah non, bah alors hier moi j'ai voulu aller voir ma sœur, oh bah oui, et la conversation voilà, paf, s'entame, et puis sur 5 arrêts, et ben une prochaine fois, c'était extraordinaire. Ça se perd un peu, mais je crois qu'il y a quand même ça reste quand même un peu, ça se tombe pas complètement. Et moi, j'essaye de dire, depuis que je fais du spectacle, d'essayer de dire que c'est ça la vraie richesse de Saint-Étienne, c'est ses habitants et c'est ce côté-là, ce côté sympathique et accueillant, et que ça, c'est vraiment une richesse qu'il faut cultiver parce qu'elle est inestimable. Le parler stéphanois, le parler gaga, c'est pas du mauvais français, c'est du français régional, et c'est une des sources de richesse du français. C'est-à-dire que le français étant une langue vivante, il n'est pas tout à fait, d'ailleurs, on ne devrait pas dire le français. Je crois qu'il y avait eu, il n'y a pas longtemps, un débat qui avait été lancé là-dessus sur débaptiser le français. On devrait dire les Français, parce que on ne parle pas français de la même manière chez nous, à Saint-Étienne, à Marseille, à Québec, en Afrique, au Canada. Enfin, il y a plein d'endroits où alors il y a une grosse base commune, et puis il y a aussi des grosses poches qui sont particulières et qui en font la richesse. Et d'ailleurs, très souvent, il y a des mots qui sont restés dans le parler stéphanois, mais qui étaient dans le français courant, et qui ont disparu de certains endroits. Les usages dans certaines régions, ils ont disparu, et ils sont restés en usage chez nous. J'en ai pas en tête ici. Bah si, il y a une expression, par exemple, qui fait beaucoup rire quand on dit quand vous allez acheter un gâteau ou un bouquet de fleurs, et quand vous dites vous voulez que je vous le plie, ça fait beaucoup rire les gens qui sont pas d'ici. Plier le bouquet de fleurs ou plier le gâteau, plier une bouteille, comment vous faites? Donc plier, chez nous, c'est enveloppé, mais il y a une chanson du début du XXe siècle, c'est une chanson de Mayol, si ma mémoire est bonne, et de Vincent Scotto pour la musique, qui avait été reprise par Barbara, qui disait « Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc ». Donc ça veut dire que cette expression de plier pour envelopper, c'était utilisé partout, et puis ça a disparu à certains endroits, et chez nous, ça a fait une poche de résistance. Et c'est encore utilisé, c'est encore resté. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais le fait est que c'est encore utilisé chez nous. Et ça fait sourire un peu les gens, mais il y a 100 ans, ça se disait un peu partout. Et on trouve d'ailleurs des mots comme ça, de mots qui étaient dans le français, on va dire ancien, avec des poches qui sont
qui sont bizarres parce qu'on trouve, ça a disparu partout, sauf chez nous, et puis à des endroits complètement perdus. En Vendée, par exemple, on va trouver des cousinages avec des mots qui ont gardé l'usage chez eux et chez nous, et partout ailleurs, ça a disparu. Alors pourquoi c'est un travail considérable à creuser tout ça, mais c'est absolument passionnant. Et donc, c'est donc pas du mauvais français, c'est même c'était du bon français qui a continué à être utilisé. En français, d'ailleurs, le français, on va dire le français standard, a souvent détérioré des mots. Une brouette, par exemple, aujourd'hui, on dit une brouette. Alors on le dit partout, hein, une brouette. Et puis, quand les gens ils disent une barouette ou une birouette, on se moque d'eux. Or qu'au début, c'était la vraie prononciation, une birouette, parce qu'elle avait 2 roues et 2 bras. On se moque aussi qu'on puisse appeler chez nous la ciboulette les porettes, et qu'on puisse entendre parler de poros chez nous. Mais c'était l'appellation porette, poro, c'est la même racine, et en français c'était les poros qui, par déformation, sont devenus les poireaux. Mais du coup, maintenant, si vous revenez à la première prononciation, on se moque de vous, alors qu'en réalité, c'est la prononciation originale. Après un premier aller dans la Grand Rue, c'est devant la Cité du Design, autrefois la manufacture d'armes, que j'ai recroisé mon équipe. J'allais dire la manufacture d'armes, oui, parce que elle avait été, lorsqu'elle a été décidée sous le Second Empire, il était nécessaire d'avoir un très vaste espace, et donc c'était un espace disponible, et en même temps qui était entre la Grand Rue et puis la ligne de chemin de fer. Voilà. Ce qui était très très pratique ici pour le fonctionnement de la manufacture d'armes de guerre. Voilà, mais disons là, pour ce qui est de la manufacture, c'était un seul ensemble qui était cohérent, qui avait été construit comme un tout sous le Second Empire, qui était vraiment un exemple exceptionnel d'architecture industrielle. Et il est fâcheux qu'on l'ait défiguré, quoi. Surtout qu'on pouvait parfaitement faire la Cité du Design sans. Voilà, il y avait d'autres projets qui respectaient le site. Voilà, mais le choix a été fait d'un projet qui a contribué à défigurer et qui fait d'ailleurs que le bâtiment d'ailleurs qui donnait sur la Grand Rue aujourd'hui n'est plus visible. Voilà, puisqu'on a installé à la place un hangar qu'on a rebaptisé Platine. Voilà. La manufacture d'armes de Saint-Étienne fut fondée en 1764. Des générations d'ouvriers ont forgé les armes de l'armée française. Cœur industriel de la ville, elle produira jusqu'à des milliers de fusils par jour avant de fermer ses portes en 2000. À Saint-Étienne, le tramway est indissociable de la Grand Rue. Depuis le 4 décembre 1880, il circule sans interruption, faisant partie des plus anciens réseaux de France. Mais il a bien failli disparaître. Au musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région, je suis allé à la rencontre de Jean-Louis Auriol. Donc, je m'appelle M. Jean-Louis Auriol. Je suis secrétaire de l'association du musée des transports. Mais encore qu'on a une chance à Saint-Étienne d'avoir conservé le tram. Parce que dans les années 56, le conseil municipal ne voulait plus de tram dans la Grand Rue. Il devenait obsolète, c'était dangereux, il y avait une circulation automobile un peu plus importante. D'après les photos qu'on a, on voit que les usagers sont au milieu de la route pour prendre le tram. Mais la circulation automobile, très peu. Donc, en 56, quand le maire de Saint-Étienne convoque la direction de la CAVE, il leur dit qu'il faut supprimer le tram dans la rue. Ils ont dit on ne peut pas le supprimer pour mettre des trolleybus. Les rues sont trop étroites. La rue Wilson, Général Four, Gambetta, c'est trop étroit. Mais on est sur un projet, il faut qu'on se déplace pour aller le voir en Belgique, à Bruxelles. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas Internet, donc on ne sait pas les réseaux, comment ils fonctionnent. Donc une fois que la visite a eu lieu à Bruxelles, le lendemain matin, après un déjeuner, réunion de travail, et première chose que la direction de la CAVE pose, que pensez-vous de ces nouveaux trams? Ah, ils sont très beaux, c'est très confortable, c'est très bien. Mais par contre, qui va payer? Toujours l'argent qui revient en jeu dans toutes les discussions.
Donc la CAVE répond que c'est eux qui achètent les véhicules, vu que c'est eux qui ont l'adjudication. Mais par contre, la ville de Saint-Étienne, il va falloir faire des améliorations de réseau, de voirie. C'est-à-dire qu'on mettra les voies ferrées sur un côté pour ne pas gêner la circulation, et puis toujours maintenir la création d'îlots pour les usagers. On a gardé le tramway à Saint-Étienne, c'est grâce à M. Henri Debert, qui a su contrer en somme le conseil municipal pour conserver le tram, et qu'il a amélioré le réseau de tram. Parce que M. Debert, normalement, était embauché à la CFVE dans les années 1944. M. Debert est un Breton. M. Debert vient à Saint-Étienne pour remplacer le directeur de la CFVE de l'époque, qui s'appelait Le Breton. Ce monsieur Le Breton a été licencié parce qu'il coopérait avec les Allemands. Donc il a été mis de côté. Donc monsieur Debert, le Breton, de Bretagne, a été muté à Saint-Étienne pour 6 mois. En réalité, ces 6 mois ont duré 28 ans. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir la modernisation du tram. Il y a eu des projets, donc dans les années 70, on voulait mettre un autre système de tram, de transport en commun. Donc l'ingénieur Jean-Claude Guinval avait prévu de faire un télébus, mais d'après les sondages du sol, on ne pouvait pas accepter le support des nouveaux rails avec les potences. Et l'inconvénient qu'il y avait, c'est que le tram, les véhicules auraient passé au niveau des fenêtres du premier étage. Donc d'après les statistiques, les sondages, on ne pouvait pas. Il y avait eu aussi un problème, on voulait faire un tram souterrain, mais vu l'importance des travaux, c'est quand même Saint-Étienne, il faut reconnaître qu'on est dans un gruyère. Un peu. Après un nouvel aller-retour dans la Grand Rue, c'est ici, à la terrasse, qu'Alex m'a rejoint pour terminer ce marathon. Là, on est sur l'extrémité nord donc de la Grand Rue, à la gare de la Terrasse. Donc on a une gare à chaque bout. Donc rien de spécial sur cette gare en particulier, à part qu'il se trouve que le premier chemin de fer, justement, empruntait plus ou moins l'itinéraire actuel. C'est à cet endroit qu'on se raccorde. La ligne sort de la rue Le Pont, ce qui existe encore, qui était la plateforme de la ligne, et la ligne passait quasiment à l'emplacement actuel. Bon, actuellement, la gare est bien sûr fermée, le bâtiment est fermé, c'est une pompe funèbre qui est à la place. Donc cette première ligne de chemin de fer qui faisait de Saint-Étienne à Andrézieux, exactement de Outrefuran à Andrézieux, elle a été faite spécialement pour transporter le charbon donc, de Saint-Étienne à la Loire, dans lequel le charbon embarqué alors dans des rambertes. Il était exporté jusqu'à Nantes, Paris. Alors, avant la création de que Saint-Étienne mange toutes les communes autour, je crois que c'est vers 1855 à peu près, il y avait plusieurs communes, notamment la commune d'Outrefuran. En gros, c'est le quartier du Soleil, le pont de l'Âne, Outrefuran qui veut dire de l'autre côté du Furan. Comme on dit Outre-Quiévrin pour dire nos amis belges. Voilà, c'est la commune d'Outrefuran qui a fusionné dans Saint-Étienne. Enfin, oui, la première ligne, effectivement, ne partait pas de Saint-Étienne à l'époque, mais d'Outrefuran. Donc cette gare de la Terrasse qui permet de desservir Roanne, bien entendu, et qui desservait, je dis bien desservait, la ligne de Clermont-Ferrand aussi, qui malheureusement est interrompue entre Boin et Thiers, pour des questions de budget et de travaux. Là, on parle d'une métropole de 400 000 habitants, qui est Saint-Étienne, et une métropole de 300 000, qui est la métropole de Clermont. Sans compter que Clermont était à l'origine la capitale de la région Auvergne, et qu'il y a encore des services régionaux qui sont hébergés à Clermont. Donc il me semble tout à fait anormal que cette ligne soit interrompue actuellement. D'autant que ça permettrait de transporter les gens dans un confort et une sécurité absolue, contrairement à l'autoroute, qui l'hiver est souvent enneigée et ne permet pas forcément de rouler tous les jours. La place Jean Jaurès est emblématique de Saint-Étienne. Son kiosque à musique, sa cathédrale, ses fontaines, la préfecture, c'est une place centrale au cœur de Saint-Étienne.
Après la terrasse, c'est depuis le tram, dans le quartier de Bergson, que Céline et Marie ont capturé ces images, à quelques mètres à peine du 94 rue Bergson. Là maintenant nous sommes au 94 de la rue Bergson, à l'emplacement du siège du Crédit Agricole. Cet endroit, c'est aussi l'endroit où est parti le premier transport voyageur officiel, qui a été fait le 1er mars 1832. Alors par une méthode un peu particulière, puisque on faisait partir de la place d'Hôtel de Ville, était partie une diligence qui était sur des roues normales. Quand elle est arrivée là, on l'a soulevée au moyen d'un portique ou d'une grue, on ne sait pas trop exactement comment ça se passait. On la mettait sur des roues ferroviaires. On descendait jusqu'à Andrézieux, et à Andrézieux, on faisait la manœuvre inverse. On remettait sur des roues ordinaires, on va dire, et la diligence pouvait continuer jusqu'à Montbrison, où à l'époque se trouvait la préfecture. Quelques centaines de mètres à peine plus loin, à la place Carnot. Elle porte ce nom depuis la mort du président français Sadi Carnot, assassiné à Lyon en 1894. Sous la place coule le Fioran, et le quartier possède aussi sa propre gare ferroviaire. Alors là, nous sommes dans la gare de Carnot, Saint-Étienne-Carnot, qui dessert la partie de la ligne Saint-Étienne-Le Puy, Le Puy-Saint-Georges-d'Aurac exactement, enfin Saint-Étienne-Saint-Georges-d'Aurac exactement. C'est une gare qui est récente puisqu'elle a été construite au tout début des années 80. Il faut savoir qu'à déjà, à son inauguration, les quais se cassaient la gueule. Donc il y avait déjà des étais pour tenir les quais. Donc, le problème a été résolu depuis. Alors, c'est une gare qui est assez mal vieillie parce qu'elle était au départ, c'était une gare quasiment normale avec un guichet, avec même un relais pour vendre les journaux. Là maintenant il n'y a vraiment plus rien à part des machines. Il faut savoir qu'avant le viaduc, ici il y avait une ligne de chemin de fer qui passait au sol et qui amenait le charbon de Montrembert jusqu'à se raccorder à Pont-de-Lanne avec les lignes de chemin de fer. Pour notre dernière remontée, c'est place du Peuple que nous avons recroisé l'équipe. Là aussi, il y a un autre élément intéressant à propos de cette grande rue, parce que Saint-Étienne était un peu pionnier sur le plan de l'urbanisme, parce qu'on parle toujours de l'haussmannisation, avec les larges boulevards et puis ces immeubles tous de même hauteur. Or, Saint-Étienne a connu sous la Restauration un essai d'urbanisme, parce que si vous regardez attentivement entre la place du Peuple et Saint-Louis, les immeubles qui sont de part et d'autre sont en fait bâtis sur le même modèle. Et alors, si on a vu plus de largeur, on aurait fait des galeries, comme la rue de Rivoli. Alors, comme il n'y a pas suffisamment de largeur, si on regarde attentivement, vous avez des sortes d'arcatures de part et d'autre de ces immeubles. Voilà. Et l'idée de Dalgabio, en fait, c'était de construire comme ça des immeubles sur 1 kilomètre. Ça n'a pas été réalisé, mais enfin, il y a au moins cette portion. Et à Paris, donc, là, les architectes des bâtiments disaient, mais c'est totalement invraisemblable. Construire sur 1 kilomètre le long d'une rue des immeubles tous semblables, mais c'est totalement absurde. Voilà. Et c'est ce qu'a fait plus tard Haussmann, donc à Paris. Quoi, voilà. Donc il y a quelque chose d'assez original, puisqu'on trouve à la fois ces immeubles de Dalgabio sur cette portion de la Grande Rue, et puis on retrouve d'autres immeubles de Dalgabio sur un des côtés de la place de l'Hôtel de Ville. Hein. Donc quand vous descendez vers le nord, puisqu'on descend vers le nord à Saint-Étienne, on monte vers le sud, quand vous descendez vers le nord, ce sont tous les bâtiments qui se trouvent sur la droite de la place. Hein. C'est le côté d'ailleurs le moins élevé de la place. Hein. Ces immeubles construits sous la Restauration ou la monarchie de Juillet, donc, et qui sont en fait tous semblables aussi. Voilà. On n'y fait plus attention aujourd'hui, mais il y avait comme ça la conception aussi associée à cette grande rue, à cette nouvelle ville, la volonté d'avoir une sorte d'uniformité qui est exceptionnelle à Saint-Étienne, parce que globalement, quand on a un peu l'habitude des rues stéphanoises, si vous regardez les rues stéphanoises, il est rarissime d'avoir deux immeubles côte à côte qui ont la même hauteur. Le grand principe à Saint-Étienne, c'est les immeubles n'ont jamais la même hauteur. Donc la symétrie, là, le côté haussmannien, c'est totalement étranger à l'esprit stéphanois, et donc c'est assez exceptionnel que sur quelques portions, comme ça liées à la Grande Rue, on ait ces immeubles tous sur le même modèle. Ces immeubles qu'on appelle dalgabiens, donc du nom de Dalgabio, qui était l'architecte voyer donc de Saint-Étienne, là sous la Restauration, grosso modo entre 1815 et 1830.
Pour terminer notre tour de la Grand Rue, Éric Fage, directeur du protocole à la ville de Saint-Étienne, nous fait visiter l'hôtel de ville. Bonjour, je m'appelle Éric Fage, je suis le directeur du protocole de la ville de Saint-Étienne. Alors nous sommes à l'hôtel de ville. Alors l'histoire de l'hôtel de ville coïncide avec l'expansion démographique et industrielle de Saint-Étienne. Le maire Hippolyte Royet va décider donc de construire un hôtel de ville qui sera inauguré le 25 août 1822. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a conscience que la ville de Saint-Étienne va avoir plus de 20 000 habitants, donc risque d'aller à 30 000, 40 000 habitants. Et donc, il faut construire un hôtel de ville digne de ce nom. Il y avait une mairie, évidemment, qui existait depuis la Révolution, mais ça n'était plus suffisant. Et donc, il confie à des architectes italiens de la même famille, un oncle et son neveu, les Dal Gabbio, la réalisation des plans. Donc, les plans vont être élaborés en 1807 et on va attendre 1822 pour la pose de la première pierre et ensuite les travaux vont s'étaler jusqu'en 1830 où le maire va prendre ses fonctions ici. Donc cet hôtel de ville va connaître de multiples changements et de multiples transformations au cours de son histoire. Déjà en 1857, quand Saint-Étienne devient préfecture de la Loire, c'est pour ça que dans cette salle nous avons les armes de la ville de Saint-Étienne, de Roanne et de Montbrison. Donc cette salle, effectivement, la salle des fêtes, a connu de multiples rebondissements, dont en 1871, la mort du préfet Delépée, qui sera assassiné lors de la Commune de Paris, qui s'était étendue évidemment à Lyon et à Saint-Étienne, et qui impliquera la construction par l'État d'une préfecture, donc de l'autre côté de la place Jean Jaurès. Parmi les grandes transformations, il y a évidemment le dôme. Alors le dôme de l'hôtel de ville, qui a disparu aujourd'hui, a été construit entre 1860 et 1864, tout simplement parce qu'une famille avait décidé de construire un immeuble qui se trouve toujours en face de l'hôtel de ville et qui dépassait l'hôtel de ville. Donc ça a mis en colère le maire de l'époque. Il a ressorti des cartons un projet des Dal Gabbio qui était l'installation d'un campanile. Il va avoir beaucoup plus grand, puisqu'il va installer un dôme qui fera 51 mètres, mais qui sera construit en bois pour alléger évidemment la structure. Il y aura des cloches à l'intérieur, il y aura un cadran solaire, et malheureusement, eh bien, au cours de son histoire, ce dôme va connaître 2 incendies qui vont fragiliser la structure. Et donc en 1952, on décide de retirer ce fameux dôme qui marquait les esprits parce qu'il était vraiment très imposant et faisait de l'hôtel de ville un bâtiment très noble, comme on l'aimait à cette époque. Et puis, dans les années 1970, l'hôtel de ville se dégrade énormément et on se pose la question de démolir l'hôtel de ville et peut-être de construire une tour qui réunirait l'ensemble des services. On est devenu effectivement une grande ville. Il faut avoir à l'esprit qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, on était monté à plus de 200 000 habitants, on était la 8e ville de France. Donc Saint-Étienne était devenue effectivement une grande ville, il y avait énormément de services municipaux, et donc on s'est posé la question de démolir l'hôtel de ville. Les Stéphanois vont dire non, et on va conserver l'hôtel de ville, et il y aura une grande phase de restauration. Et donc on achèvera en fait de retirer les 2 chiens assis et le toit de la salle Aristide Briand pour aplatir l'hôtel de ville tel qu'on le voit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le plafond que nous avons aujourd'hui dans la salle Aristide Briand est très pompidolien, puisque c'est une décoration qui rappelle les années 70. On refera la salle aussi du conseil, on créera un patio au niveau du premier étage, et donc on va transformer complètement l'hôtel de ville. Alors nous sommes dans le patio de l'hôtel de ville. Alors ce qui frappe évidemment toutes les personnes qui ont la chance d'y venir, surtout lors des mariages, eh bien c'est le silence qui règne ici, parce qu'on n'entend absolument pas le bruit de la ville. C'était une volonté des Dal Gabbio, ils en avaient prévu d'ailleurs plusieurs, mais pour des raisons de coût évidemment on va se contenter d'en faire qu'un seul. Ce patio en fait, le sol en béton a été réalisé en 1970.
Auparavant, on regardait par les fenêtres et on voyait en fait les écuries, hein, puisque les gens venaient à cheval. Il y a encore les anneaux d'ailleurs pour attacher les chevaux dans le parking. Et donc il y a ce magnifique escalier qui a été réalisé en 1876 par l'architecte Gérard, qui rappelle l'escalier du château de Blois, et qui est vraiment magnifique, est une attraction, et qui permet aux jeunes mariés de faire de très jolies photos. Voilà, donc le jour de leurs noces, ici, à l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Nous sommes dans la salle des mariages, dont les staffs et les stucs ont été réalisés par deux Italiens, Pianiella et Bracciano, qui ont réalisé tous ces stucs sur mesure, puisqu'on aperçoit les armes de la ville aux quatre coins de la salle, on aperçoit au-dessus des portes effectivement des décorations qui rappellent Saint-Étienne, donc ça a vraiment été fait sur mesure. Les peintures ont été réalisées plus tard, dans les années 30, par Joseph Lamberton. Alors c'est le monsieur que nous voyons derrière nous, hein, qui tient sa palette, donc Joseph Lamberton, qui était un peintre stéphanois. Alors il était surtout sculpteur, mais il avait une passion, c'était la peinture, et donc on lui a confié la réalisation de toutes ces fresques que nous trouvons autour de nous, et qui sont vraiment magnifiques, ce qui constitue une très très belle salle pour les mariages. Alors cette salle des mariages, évidemment, ne sert pas qu'au mariage, elle sert aussi aux réceptions de personnalités. Lorsque nous recevons un ambassadeur, un consul, un ministre, et bien que nous organisons un déjeuner ou un repas, et bien ça se fait dans cette salle que nous dressons, comme dans le temps, nous dressons une table et nous pouvons recevoir effectivement des personnalités dans cette très jolie salle des mariages de l'hôtel de ville. Alors en 1872, eh bien, un ancien maire va offrir à la ville de Saint-Étienne la réalisation de deux statues, donc qui vont être sculptées par Montagny, la métallurgie et la rubannerie, qui représentent les deux métiers, évidemment, avec la mine, les deux métiers essentiels de la ville de Saint-Étienne qui faisaient sa réputation et qui ont fait son destin ici à Saint-Étienne. Alors, dans les moments forts de ma carrière ici, donc au service protocole, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer le président du Portugal, M. de Souza, qui est venu au cours de la Coupe du Monde de rugby, hein, supporter l'équipe du Portugal. Et donc il nous a fait l'amitié de venir ici à l'hôtel de ville. Et donc j'ai eu le plaisir de le recevoir, de préparer sa venue à l'hôtel de ville, de réunir l'ensemble de la communauté portugaise. Et je pense que c'est un très très beau souvenir pour cette communauté. Et pour moi, c'était l'occasion de rencontrer le président d'un autre pays. Et ça a été un grand moment de ma carrière. C'est ici que se termine notre virée dans la Grand Rue. Comme le dit Bernard Lavillier, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. La mienne, c'est Saint-Étienne. Rocher, allez les Verts.